Il a essayé de faire une Arnold Schwarzenegger. C'est fort quand même de ne pas en parler. J'avais refusé de me faire aider, d'aller voir un psy. Mon père est décédé, c'est pas le moment de m'emmerder. Il me met une tarte. Sérieux? Je vois un appel sur mon téléphone et j'ose pas décrocher. Oui, mon bisounours, c'est vraiment une salope. J'étais un gros hater. Ah ouais? C'est de la merde, c'est de la merde. J'ai déjà eu des commentaires de mecs qui me chiaient à la gueule. Regardez, vous taffez, vous gagnez 1500 € par mois, moi je gagne 10 000 et je suis chez moi en train de me branler. Ça va faire en fait. Je suis un vrai branleur. Si je veux devenir un dur, il faut que je fasse un sport de dur. Pour moi, la vie, c'est devenu un jeu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête le jour où ton père il est parti? C'est tout bon. Let's go. Eh ben écoutez, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis honoré parce que j'ai notre très cher Quentin Randis avec nous. Alors, écoute, Quentin, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Me présenter rapidement, c'est vrai que c'est toujours la question où je sais jamais quoi dire. C'est compliqué en fait. Quand tu fais plein de trucs comme ça, dès que tu rentres dans la casquette d'entrepreneur, tu te dis, ok, comment je me présente? Au départ, j'étais coach, après j'ai monté une société de compléments alimentaires, après je fais du coaching en ligne. Bon, en gros, on va dire que je suis dans le fitness, que je suis coach et que je pense que c'est coach, c'est plus simple. Ok. J'ai 33 ans, j'ai pas mal voyagé. Aujourd'hui, je suis en France, dans 2 semaines, je le serai plus. Important à préciser pour la suite, vous comprendrez, je pense pourquoi. Ok, déjà, merci à toi de m'accueillir vraiment ici parce que c'est très cool. Sur mon canapé. Ouais, sur ton canapé. Heureusement qu'il n'a pas été vendu encore. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux vite fait expliquer brièvement le contexte? Le contexte Ouais. Alors le contexte, il est que je suis rentré 1 an en France pour l'entreprise Sync que j'ai cofondée justement de protéines bio-vegan. Et le but au départ, c'était de rester 3 ans en France. Donc j'habitais en Espagne pendant 2 ans et demi et je me suis dit, je vais rentrer et jusqu'à ce que l'entreprise fleurisse et se vende. Et après, je repartirai, on verra. Parce qu'à l'époque, on avait un peu cette stratégie de se dire, on veut construire une équipe, donc on va louer des bureaux, on va monter une équipe là-bas. Chose que moi, j'étais déjà pas vraiment chaud, c'était pas trop mon délire, mais mon associé un peu plus. Du coup, j'ai dit, on va rentrer. Parce que le problème que tu as dans une entreprise comme ça, dans une structure, quand tu as une équipe, c'est que si tout le monde fait du remote, donc du télétravail, ça passe. Mais si tout le monde est dans un bureau et que tu es le seul à faire du télétravail, tu n'es pas au même niveau d'information. Ouais. Et du coup, ça devenait compliqué, ça créait des tensions. Donc j'ai dit, je vais rentrer en France. À contre-cœur. C'était pas mon délire de revenir ici après 10 ans à l'étranger. Et au final, il s'avère qu'on a changé de stratégie et que maintenant on ne veut plus établir ça. On se rend compte que d'aller dans un bureau, c'est pas notre délire. Si on a fait ça, c'est pour avoir cette liberté géographique. Donc là, c'est terminé et du coup, je me barre. Donc j'ai tout meublé l'appart, donc je revends tout. Et dans 2 semaines, je reprends la route de l'Espagne pour quelques temps. Ok. Et du coup, ça se passe comment là au niveau de tes bureaux? Est-ce que tes associés ils restent ici? Alors mon associé, il bosse déjà plus que de chez lui aujourd'hui, donc les bureaux on les rend à la fin du mois, fin du mois ou mois dernier, je sais même pas. Aussi, je crois qu'on les rend à la fin octobre là. Okay. Et après c'est terminé, donc lui il bosse de chez lui et là lui il va partir habiter à Paris parce que c'est là où se fait le réseau, les investissements, tout ça. Donc il va rester là-haut, lui il préfère ça. Et moi j'aime pas du tout Paris, il a encore moins la vie parisienne. Ouais. Écoute, chacun son truc, lui ça le rend heureux, c'est cool. Ouais. Et ça, c'est surtout que c'est temporaire parce que ça arrange grandement la boîte. Parce que derrière, c'est grâce à ça, grâce à lui et ses connexions là-haut que la boîte va se revendre. Bien sûr. Okay. Donc c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. On a des freelances avec qui on travaille, des employés, il n'y en a pas beaucoup parce que le but étant de ne pas créer cette fameuse équipe, d'aller au bureau tout le temps. Ouais. Et puis c'est tellement compliqué quand tu recrutes des gens à plein temps. Ouais. Que de les rémunérer et c'est même pas tant que ça, c'est que tu as tellement déjà de charges au-dessus d'un salaire, mais au-delà de ça, tu as aussi le fait que si ça se passe mal, c'est compliqué de s'en séparer, donc autant faire du freelance, tu prends des gens qui sont contractants, tu les payes un fee tous les mois, ça se passe bien tant mieux, ça se passe plus bien, on change, et comme ça au moins ça te permet d'être beaucoup plus agile et réactif. Ok. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une remise en question dans l'équipe même, parce que si vous rendez les locaux, c'est bien qu'ils se sont rendus compte aussi de leur côté que c'était peut-être pas la meilleure solution au final. On n'a jamais eu une grande équipe, donc dans tous les cas, il n'y a pas eu trop de discussions là-dessus. Ouais. Parce qu'au départ, on était 4 à bosser dans les bureaux. Okay. Après, il y en a un qui est parti, et je t'avoue que tant mieux, c'était pas un bon recrutement. Donc, t'en avais parlé ça sur un de tes podcasts. C'était pas ça, c'était encore autre chose. C'était un plus gros problème auparavant. Mais ouais. Et après, du coup, on était plus que mon associé et moi. On a une Clémentine qui s'occupe du community management qui habite à Lyon et qui était en stage à Nice, mais je ne sais pas où elle est exactement maintenant, tu vois. Donc elle bouge pas mal, mais elle est en freelance, donc, et puis elle est mobile, elle n'a pas envie d'être là dans un bureau aussi tout le temps. Et on a un employé à full time qui lui par contre venait au bureau tout le temps. Mais écoute, c'est pour une personne, on se dit mec tu peux bosser d'ailleurs, soit de chez toi, puis quand on lui dit de bosser chez lui il est content, ou alors de chez mon collègue justement, donc parfois il bosse là-bas. Et c'est tout de suite plus simple et au final on s'est dit mais en fait on n'a pas besoin de bureau quoi. Ok. Est-ce que tu veux rapidement, moi j'aurais bien aimé voulu un peu reparler, alors ça fait peut-être ressasser un peu les choses parce qu'on pose souvent les mêmes questions etc. Dis-moi. Mais moi je trouve que c'est des histoires inspirantes, c'est pas commun. L'histoire de ton père. Ok.
d'où ton père est venu, qu'est-ce qui s'est passé. Moi aussi, surtout, j'aurais aimé savoir ce qui s'est passé Ok. après l'annonce du décès de ton Ouais, père. ouais. Déjà, est-ce que tu veux brièvement raconter l'histoire de ton père, qu'est-ce qu'il avait comme métier atypique, si on peut dire, tu vois? Parce qu'il avait quelque chose qui était quand même pas commun par rapport aux autres, je trouve. Ouais, alors en fait, c'est surtout, c'est pertinent d'en parler dans le sens où c'est ce qui m'a lancé à C'est l'étranger et c'est pour ça que je suis parti vivre à l'étranger assez jeune. Et encore que assez jeune à l'époque, je dirais, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de partir plus tôt. Mais c'est grâce à lui en effet que j'ai pris cette décision de partir. Donc mon père était très inspirant et surtout venait d'un milieu pas en centre-ville, pas de gros réseaux autour, vraiment dans la Cambrousse de chez Cambrousse. Et je ne sais pas pourquoi, il a eu envie de partir vivre aux États-Unis à une trentaine d'années par là, quand il avait 34 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, ça devait être à peu près ça, 34-35, si je me souviens bien, parce qu'il est décédé à 38. Et c'est là où je te dis pourquoi. Et le mec était inspiré par Arnold Schwarzenegger, qu'il a eu la chance de rencontrer d'ailleurs sur place aux États-Unis. Donc le truc, c'est que je sais pas du tout ce qui s'est passé quand il était là-bas. Je sais que lui, il était dans le bodybuilding, il était aussi dans le cinéma, dans l'acting. Il a jamais eu en fait, il a essayé de faire une Arnold Schwarzenegger, quoi. Ouais. Il n'a pas réussi la même chose, malheureusement, mais il a tenté la même chose, plus ou moins. Et il a eu des petits rôles, des petits courts-métrages là-bas, tout ça. Et c'était assez extraordinaire, parce que quand il revient, le mec te rapporte des trucs, du turfu, t'as l'impression que t'es un peu la star de l'école, parce qu'on te ramène des trucs un peu du futur. Et surtout, quand il est rentré, il avait cette habileté à parler anglais. Et il était autodidacte en plus de ça, donc il a appris l'anglais tout seul, et il a réussi à maîtriser un accent américain que personne n'avait, déjà ne serait-ce qu'en France. Donc c'était assez époustouflant, et surtout quand tu parles plusieurs langues, tu te rends compte que quand une personne te parle français, tu as l'habitude, d'un coup elle switch en anglais, c'est plus la même personne. Tout change. Et lui, le fait que c'est ton père, c'est ton repère, d'un coup il se met à parler en anglais, et là tu comprends plus rien, tu pètes un plomb, tu fais attends c'est qui ce mec, en fait c'est hallucinant, et moi ça m'a donné envie, et c'est là où j'ai appris l'anglais très tôt aussi, je me suis dit j'ai envie d'apprendre l'anglais parce que je sais que ça va m'apporter ça, ou que ça peut m'apporter ça, mais que ça peut au moins m'ouvrir des portes. C'était la grande différence avec toutes les matières que tu fais à l'école, que tu sais pas vraiment à quoi ça sert dans le fond. Pourquoi tu fais des maths, pourquoi tu fais de la science et vie de la Terre, ce que tu veux. Mais l'anglais, je savais pourquoi. Et du coup, c'était la seule matière sur laquelle je posais de l'attention et que je me disais, ça va me servir plus tard, donc ça vaut le coup de m'investir dedans. Et ça m'a donné cette passion, et c'est vraiment ça, je lui dois tout à ce niveau-là. Et il est rentré en France après, un peu plus tard, et je pense que ça l'a miné aussi, parce qu'il n'avait pas réussi à faire ce qu'il avait. Et il a fini par mettre fin à ses jours lui-même. Malheureusement, à 38 ans. Moi, j'avais que 13 ans, donc c'est là où tu perds un peu tous tes repères. Mais j'avais, malgré le fait qu'il faille que je me construise jusqu'à ma vie d'adulte, ce qui était le plus dur entre l'adolescence et le passage à la vie d'adulte, ça m'a au moins gardé cette motivation et passion pour partir à l'étranger, du fait que je commençais déjà à maîtriser l'anglais. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête le jour où ton père il est parti? C'est compliqué à exprimer parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est qu'un an plus tôt, avant que ça se passe, je me souviens que j'étais au collège, j'étais en 6e, quelque chose comme ça. Et j'en parlais avec mes potes, je disais putain, imagine, tu perds tes parents, je crois que je me suicide en fait. Tout le monde disait ça, quoi, c'est invivable. Et un an plus tard, ça t'arrive, et là tu fais. En fait, tu sais pas. Ta vie, elle perd tout son sens, tu sais plus où t'habites, tu sais. Enfin, en tout cas, à 13 ans, moi, ça m'avait chamboulé parce que c'est l'âge où clairement tu rentres dans l'adolescence. Tu sais pas trop ce que tu vas faire de ta vie, tu sais même pas qui tu es en fait, parce que tu as ton rôle modèle, clairement tu essayes de devenir ton père, il disparaît. Et du coup tu n'as plus de base, tu sais plus où te repérer. Donc là ça a été compliqué, parce que là forcément tu es en cours, donc je rentrais en 4e, parce qu'il s'est suicidé entre ma 5e et ma 4e pendant l'été. Donc en fait quand je suis arrivé en 4e, je savais plus où j'étais. Parce que j'avais fait 2 ans de collège, où j'étais en plus tout fébrile, tout maigre, 11-12 ans, et là j'arrive à 13 ans, et mes potes commencent à s'intéresser aux filles, tout ça, et moi, en fait, j'étais tellement déconnecté de tout que tu sais même pas. Tu go by. En fait, chaque jour, tu projettes rien. Parce que tu sais pas. Je suis jamais trop retourné dans ce raisonnement à l'époque, comment je me sentais. Parce que quand je reflète sur mon année de 4e, j'ai beaucoup de trous noirs, en fait, où je me rappelle pas de grand chose. Et c'est une année où je me suis fait emmerder par des mecs à l'école, d'ailleurs. Et j'étais pas en mesure de répondre quoi que ce soit parce que en fait, si tu veux, j'étais dans un collège privé, pas très loin d'ici d'ailleurs, et majoritairement c'était que des gosses de riches. Et moi j'étais pas un gosse de riche, mais mes parents m'ont mis là-bas
parce que pour être avec mes potes et parce que de là où on dépendait, c'était un collège de Kaira en fait. Donc ils m'ont dit laisse tomber, en plus j'étais un skater, je collais pas du tout avec le profil Kaira, donc c'était un peu la merde. Et du coup on m'amène là-bas, sauf que t'es plus faible parce que tu vas avoir des merdeux qui ont eu l'habitude de tout avoir dans leur vie, qui eux vont se sentir pousser des ailes en allant au collège, sachant qu'ils ont le backup de leurs parents derrière, et du coup vont se permettre d'emmerder les autres. Et je suis tombé sur un de ces profils-là, et je n'oublierai jamais son nom, à ce fils de chien, tu vois. Et je l'ai recroisé il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Incroyable. Et c'est devenu un gros sac, il est dégueulasse, tu vois. Et je me suis dit, tu vois. Tu lui as parlé à ce gars-là? Non. Non, du tout. Non, j'ai juste croisé, je conduisais en fait, et je l'ai vu au bord de la route. Ok. Et non, c'est des revanches sur la vie, c'est ça aussi qui est bien, c'est que j'ai pas eu besoin de lui casser les dents ou autre. C'est que je vois ce qu'il est devenu, je vois ce que je suis devenu, et je me dis, c'est ma meilleure vengeance. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Grave. Et à l'époque, je pouvais même pas m'arrêter sur de la violence ou autre, parce que quand mon père est décédé, j'ai eu une envie de violence folle. Mais derrière, je me suis tellement renfermé sur moi-même que pour moi, la violence n'était plus une option, n'était plus utile parce que c'était un effort. Alors que là, en fait, si tu veux, je me laissais emmerder. Et derrière, je m'en foutais, en fait. Parce que c'était tellement rien par rapport à ce qui venait de m'arriver. Et que les gens dans ma classe ne savaient même pas, en fait. J'en parlais pas, j'en parlais à personne. Et je voulais même pas, c'était même pas que je voulais pas que ça se sache ou autre, c'est que pour moi, il n'y avait aucune pertinence à en parler. Et c'est vrai que de perdre un proche comme ça, à cet âge-là, ça chamboule beaucoup. Et j'étais une cible facile, quoi. T'es fort quand même, parce que ne pas en parler, enfin te faire, entre guillemets, victimiser. Je pense que 90% des gens, ils auraient dit, écoutez, mon père est décédé, je crois que c'est pas le moment de m'emmerder, tu vois. Toi, en l'occurrence, t'as pas eu ce réflexe-là. C'est-à-dire que t'as vraiment eu ce truc de... je sais pas si c'est une force, tu vois, parce que j'avais l'impression que d'en parler, ça allait me faire paraître plus faible encore. Et j'avais refusé de me faire aider, j'avais refusé d'aller voir un psy, j'avais refusé tout ça, parce que pour moi, dans ma tête, à cet âge-là, c'était signification de faiblesse. Et je m'étais dit, maintenant, j'ai plus de père, donc l'aîné, c'est moi, en fait. Et j'ai pas le choix que de tenir le coup, ce qui fait que je pleurais pas devant les gens, je pleurais caché, je pleurais dans mon lit le soir, mais la journée en cours, je faisais comme si de rien n'était. Mais j'étais effacé. J'avais pas de personnalité, je me cachais, je voulais pas que les gens me notifient, en fait, voient que je suis là. Le but, c'était de laisser moi tranquille, quoi, de me cacher. Une fois, j'ai pas eu de bol, en fait. C'était ce mec-là, gosse de riche encore, comme je disais. Il avait un... T'as quel âge, toi? 22. 22, ouais. Je sais même pas si tu vois ce que c'est qu'un lecteur CD. T'as pas connu les MP3, enfin toi t'as connu direct les iPods ou quoi, tu vois. Non, oui, les petits MP3 à touche. Ouais, ces trucs-là. Si. Ah bah c'était avant ça. C'était avant ça. Ah, avant ça, voilà. ok. Donc, c'était un truc grand comme ma main, tu mettais un CD dedans. Ah ouais, d'accord. Donc c'est énorme. J'avais jamais vu ça. Et nous c'était la mode de ça, et c'était cher, genre, enfin cher, ça dépendait pour qui encore une fois. Mais on était en cours de SVT le matin, et on mettait tous il y avait un pendant important pour mettre nos vestes. On met tous nos vestes au-dessus, et à la fin du cours, je fais pas gaffe, je tire ma veste, et il y avait la sienne dessus. Ah merde. Et avec le lecteur CD dedans. Le lecteur CD tombe, il se casse pas, hein, c'était assez solide ces trucs-là, mais il y a un bout de plexiglas dessus qui s'enlève. Okay. Et là, le mec pète un plomb. Et juste après ça, on avait 1 heure d'études. Et donc tu fais rien en fait. Et il se met à côté de moi en plus, ce bâtard, exprès. Et il commence à me menacer. Parce que son truc, il marchait. Hein. Ouais. Il me dit, j'espère que t'as de l'argent, tu vas devoir me payer, machin. Et là, je fais putain, et j'étais oh là là, j'étais pas bien, tu sais déjà, avec ce qui vient de t'arriver. Et puis t'as 13 ans, t'as pas d'argent. Mais grave, ouais. Si t'as pas déjà cette fibre de te dire, je vais essayer de faire de l'oseille. J'avais pas d'argent, j'avais rien. J'étais déjà en train de me faire des films. Alors peut-être qu'à Noël, je vais avoir tant d'argent, mais du coup, je pourrais peut-être le rembourser. Tu vois, enfin, c'était débile. Mais vraiment, victimisation plus. Ah, c'est une période noire de ma vie. Hein. Ça me fait bizarre de me replonger là-dedans d'ailleurs. Et on sort de cette année d'études, enfin de cette heure d'études, pardon. Et là, il m'attrape à la sortie. Et il commence à me gueuler dessus, machin. Et je dis, excuse-moi, machin. Et là, d'un coup, je vois pas venir. Il me met une tarte. Sérieux ? Une énorme tarte dans la gueule. Et là, en fait, je m'attends tellement pas à ça, je sais pas quoi faire. Ouais. Et là, je bouge pas. Et personne dit rien autour. Putain. Et là, j'étais... Putain, je comprends pas ce qui se passe. Ouais. Le mec se barre. Et on avait un cours d'anglais, je crois, après. Et je crois que c'est le seul cours d'anglais où je me suis pas assis devant. Parce que d'habitude, moi, l'anglais, j'étais passionné. Ouais. Et vu que je maîtrisais, là, je me sentais tellement mal que je me suis assis tout derrière et je chialais ma race tout au fond. C'était horrible.
C'était une horreur. Et du coup, je camouflais ça pour que personne voit que je pleure. Ah, c'était une horreur. Et il a continué il a vu que du coup, j'étais une cible facile parce que je répondais pas. Donc il a continué, il m'a pas refrappé, mais il continuait à me bisuter, quoi, si tu veux. Et c'était un petit fils de riche, en fait, tout simplement. Je dirais pas son nom, mais... Ouais. Un autre gars, du coup, celui que tu as cité tout à l'heure. Non, ce même mec. Ah, c'est ce même mec, d'accord. C'est ce même mec que j'ai pu recroiser, d'ailleurs, je te disais, l'année dernière en voiture. Je suis passé à côté, j'ai vu que c'était un gros tas de merde, en fait. Mais bon, j'ai pas de haine maintenant. C'était des périodes de ta vie, t'as 13 ans, aujourd'hui j'en ai 33, ça fait 20 ans quand même. Donc tu vois, cette année, ça c'est la 20e année où mon père est décédé d'ailleurs. Et c'est vrai que la première année, elle est extrêmement compliquée. Tu sors de ça, et en vrai, je sais pas, j'arrive pas à expliquer la transition qu'il y a eu. Et je pense que ce qui m'a réellement donné vie, c'est ce fameux départ à l'étranger. Le premier départ. Alors au départ, il y a eu une petite transition quand j'avais 15 piges. Ma mère me propose de faire de la colonie de vacances. Au début, je suis pas trop chaud. Et il y a une anecdote sympathique là-dessus parce que tu sais, je pousse toujours les gens au voyage, de partir à l'étranger parce que moi, ça m'a transformé ma vie et je suis la preuve vivante que vraiment tu peux changer du tout au tout grâce à ça. Parce qu'il se passe une introspection tellement forte quand tu es à l'étranger que tu changes dans le bon sens du terme, que tu le veuilles ou non. Et c'est assez époustouflant. Pas quand tu es en vacances, mais quand tu vas pour vivre avec les locaux. Et ce qui s'est passé, donc à 15 ans, ma mère me dit « Est-ce que tu veux faire une colonie de vacances ?» Je fais « je suis pas très chaud. » Elle me dit « Remplis quand même, ça peut être sympa, ça te fera du bien. C'est 3 semaines de vacances pendant l'été. » Et t'es pas vraiment comme en vacances parce que c'est un truc itinérant si jamais tu arrives à avoir l'étranger. Parce que moi, le but, c'était même pas de partir à l'étranger, il fallait même pas m'en parler. Je vais vivre toute ma vie en France, j'avais pas du tout... Ça m'avait renfermé, tu vois, par rapport à ce que mon père m'avait... Au début, j'avais cette ouverture et je l'ai perdue après derrière. Et au début, tu as le droit à 5 choix. Je mets 4 choix en France, des trucs de merde en plus. 5e choix, voyage itinérant au Portugal. De toute façon, j'aurai jamais le dernier choix. Je te laisse deviner. Vu que j'ai pas été assidu, parce que toutes les années, si tu es assidu, ils te mettent tes meilleurs choix. Et vu que j'étais allé une fois quand j'avais 8 ans et que j'avais une sale expérience, j'ai eu le dernier choix. Mais c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver de toute ma vie, je crois. Enfin, en tout cas, c'est le petit déclenchement, tu vois, à 15 ans. Si j'avais eu un truc en France, ma vie aurait été différente, je pense. Ça, c'est fou. Je pense que la personne qui m'a donné ce choix ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait ce jour-là. Et du coup, ça me permet de partir 3 semaines en voyage itinérant au Portugal, sous tente, tu rencontres des potes, tu es tout le temps en contact des locaux, et tu as l'impression de démarrer une nouvelle vie. Et je peux te dire qu'après ces 3 semaines, je rentre en France, je m'effondre de pleurs devant ma mère, et je dis c'était les meilleures vacances de toute ma vie. Incroyable. Et à partir de là, je me suis dit, je partirai tout le temps à l'étranger. Du coup, l'année d'après, j'étais en Espagne, et l'année d'après, je suis parti à Malte et en Sicile, et après, j'avais 18 ans, donc je ne peux plus partir. Donc j'ai eu ces 3 années déjà extraordinaires, et c'est là où vraiment je me suis dit, putain, il faut partir parce que c'est un truc de fou. Et à partir du moment où je pars à 22 ans, ça a complètement chamboulé ma vie, mais c'est grâce à ces expériences en colonie de vacances que j'ai pu faire ça. Ok, d'accord, j'avais pas vu les choses comme ça. Et du coup, pour justement ton fameux voyage à 22 ans à New York, est-ce que tu peux raconter rapidement ce qui s'est passé et même ta petite embûche avec ton pote de la douane? Exact. Ça, alors, ce qui s'est passé, donc, en remettant dans le contexte, j'ai changé. Ça, c'est un truc que je remets souvent dans la tronche du système scolaire français, c'est qu'on demande trop tôt ce que tu veux faire plus tard. Et du coup, j'en avais aucune idée et j'ai changé plusieurs fois d'orientation et jusqu'à m'orienter vers le commerce international en me disant, il y a international dans le mot, ça va faire le taf, au moins ce sera ce que je veux faire parce que ce sera pas en France. Et encore que, tu vois, j'étais au départ parti pour travailler en France dans l'import-export ou un truc du genre. Mais j'ai pris ce cursus-là parce qu'il te permettait de faire 6 mois à l'étranger obligatoire. Donc à partir de là, tu sais que dans tous les cas, tu dois partir. C'est non négociable. Donc c'est là où la plupart des gens partent dans des endroits proches comme l'Angleterre. Même la Suisse, c'était considéré comme l'étranger. Donc c'était bon, pas trop foulé quand ici j'habite à 100 km de la Suisse. Clair, et c'est là où je me dis, c'est le moment. Il faut partir aux États-Unis maintenant, ou je ne sais pas, mais on va voir. Et j'ai commencé à shortlister les villes. J'avais eu potentiellement un stage, parce que j'avais commencé à envoyer des messages un peu de droite à gauche. Je m'intéressais beaucoup à la Floride, pour le climat déjà. Parce que la Californie me faisait peur, parce que c'était très loin, c'était de l'autre côté, c'était très étendu, très vaste. Et je me suis dit, je pense qu'il faut que je fasse une expérience avant ailleurs que d'aller là-bas. Donc moi, je regardais beaucoup Miami. Et j'ai commencé à postuler à droite à gauche. Et j'avais eu
mec, des contacts dans des clubs, dans des nightclubs à Miami, tout des trucs. C'était pas adapté à mes études. Oui, tu vois, mais bien sûr. c'était bon, ça peut être cool. Ouais, toi, limite, tu Ouais, voilà, je m'en branle. Ouais. Après, j'ai trouvé un truc sur l'événementiel à New York. Et après, je me suis dit, New York, c'est peut-être plus smart parce que c'est centralisé. Ouais. Tu as juste besoin d'une carte de métro et tu peux bouger dans toute la ville. Et ma mère y était allée en vacances 6 mois plus tôt avec une collègue de boulot, et ce qui a fait que ça l'a rassurée. Parce que si tu lui dis je pars aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai fait tellement de destinations que je lui dis demain je pars en Nouvelle-Zélande, elle me dit ah vas-y feu. Mais à l'époque, c'était mon premier voyage et elle était moyennement chaude que je me barre comme ça. Et vu que je suis allé dans la ville où elle était allée 6 mois plus tôt, elle était safe, elle était genre tranquille, je l'ai fait, c'est bien. En gros, c'était un peu j'ai ouvert la voie pour toi. Et c'est ce qui a fait que je suis allé à New York au final. Et encore que, il y a une autre anecdote qui s'est passée 3 semaines avant de partir à New York. J'avais pas encore mon billet, parce que je suis parti en fait last minute. J'avais pas de stage, j'arrivais pas à trouver un stage. Il valait mieux, en fait, c'était compliqué. Tout le monde voulait te filer un stage sur place, mais après il fallait rentrer en France, faire la demande de visa de stage, attendre, aller à Paris, chercher ton visa, revenir, repartir. Enfin, tu perdais 2 mois. Ouais. C'était débile. Et moi, j'ai dit, je vais la jouer un peu street et je vais juste partir là-bas et on verra. Je trouverai un truc là-bas. Et en fait, j'avais aussi postulé pour un. C'était quoi? C'était un truc d'import-export, je crois, de matos de foot américain et de sport américain, mais qui était à Portland, dans l'Oregon, donc à l'opposé de New York, sur la côte ouest, tout en haut. Et le mec m'appelle. Parce que c'était juste, je postulais, mais je me sentais pas capable de gérer une communication au téléphone en anglais. Ouais. Et donc j'avais 22 ans, et le 31 ce soir-là, le 31 décembre, je faisais le 31 à Courchevel, parce que j'ai des potes là-haut, et dans la voiture en montant, je vois un appel sur mon téléphone, et tu sais, aujourd'hui, tu vois d'où les gens t'appellent. Et c'était écrit Portland, Oregon. Et là, je fais, oh putain, et j'ose pas décrocher. Et j'ai jamais décroché du coup. Et le mec m'a pas. Je crois qu'il m'avait envoyé un email genre j'ai essayé de t'appeler machin, et je crois que j'ai ghosté parce que j'avais peur. Ouais. C'est triste, hein, mais peut-être que j'aurais fait ça. Et au final, je décide d'aller à New York une semaine après en me disant écoute, la ville elle est centralisée, ma mère connaît, au pire des cas, je suis pas perdu. Et ce sera beaucoup plus simple de trouver un stage directement sur place. Et je trouve une interview, enfin un entretien en ligne. Il me propose un entretien. Et je dis vas-y, feu. Et j'y vais comme ça. Je rate l'entretien. Mais au moins j'étais sur place. Ouais. Donc ça m'avait un peu donné t'as un entretien, maintenant faut y aller. Donc c'était l'avantage. Mais pas en visa, mais plutôt j'étais en mode touriste, 2 fois 3 mois. J'ai un peu cheaté comme ça, parce que sinon pour avoir un visa de 6 mois de stage, c'est long et fastidieux si tu travailles pas dans une entreprise française implantée là-bas. D'accord, ok. Incroyable. Et du coup, moi j'attends toujours l'anecdote. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai entendu peut-être 3 fois, mais en vrai elle me fait tellement coller, je te jure. Ah ouais, exact. Déjà, le voyage est long. T'as jamais fait de long courrier. C'est nouveau pour toi, c'est un peu intimidant. T'as 22 ans, t'es déjà pas très sûr de toi, tu maîtrises pas l'anglais. Tu parles un peu anglais, mais tu maîtrises pas. Et t'arrives pour la première fois donc au US Border Customs, qui sont du coup la douane américaine. Et là, pour le coup, c'est pas la France. C'est là pour t'impressionner. Et forcément, quand tu sais pas trop, à la fois tu sais pas à quoi t'attendre, mais moi j'avais fait l'erreur d'aller sur Google avant et de regarder ce que ça valait, et j'ai commencé à prendre peur parce que les gens disaient faites gaffe, c'est quand même vachement strict. Et après tu commences à tomber sur des rumeurs de rumeurs, et c'est là où tu deviens psychopathe, parce que quand on te dit ouais, s'ils se rendent compte que t'es là pas pour être un touriste mais que tu cherches du taf, ils t'acceptent pas et ils te remettent dans l'avion d'après et tu rentres en France. Et là j'ai commencé à tu te mets déjà la pression. Ouais, t'avais déjà la pression avant. Ouais, du coup, c'est pas comme si tu y allais chill, ouais, je suis là pour les vacances. Tu lui dis juste ça, le mec, il est content, en vrai. Le mec, il te dit, ah, salut, tu viens faire quoi là? Tu dis, je suis en vacances, je viens là 2 semaines. Ok, et il te laisse passer. Sauf que moi, je me suis embourbé tout seul. C'est moi qui ai cherché les ennuis, en fait. C'est que j'arrive, le mec me demande, déjà, t'as le cœur, il bat à 4000, le mec, il te voit, tu transpires, et il te dit, il commence à se poser des questions, forcément. Donc, c'est là où il te demande ce que tu viens faire là, et je lui fais, je viens découvrir New York pendant 2 mois. Et le mec, il me fait ok, et t'as de l'argent? Je dis ouais, j'ai fait un prêt bancaire. Sauf que prêt bancaire, voilà, ça se dit bank loan, L-O-A-N. Moi je dis un bank loan. Et le mec me comprend pas. Je pense qu'il a compris quand même, parce qu'il a dû se foutre de ma gueule ou jouer vraiment avec moi. Et il me dit je te comprends pas, ça fait pas de sens ce que tu dis. Et c'est là où tu commences encore plus à paniquer parce que tu te dépatouilles, mais en fait c'est des sables mouvants. Littéralement, plus tu te dépatouilles, plus tu t'enterres. Et catastrophe, le mec commence vraiment à me faire peur. Et là où ce qui me sort, je dirais, de ça, c'est que je lui dis écoute, je suis dans des études internationales en France, j'ai pris comment on appelle ça, une année de césure,
Je savais comment ça se disait. Gap year, tu vois. Ils rendent des trucs simples. Gap, c'est un trou. Year, c'est année. Ouais. Une année de trou. Ouais. Et voilà, c'était réglé. Et je viens là pour apprendre l'anglais. Là, il me fait OK, c'est bon. Et là, il me met une date sur mon passeport. Et il met, tu vois bien cette date? Si à cette date-là, t'es pas parti, je viens te chercher. Ah, forcément, tu chies dans ton froc encore une fois. Et là, tu passes tes douanes et tu fais bon, première expérience. Ouais. Bingo. Nickel, Pas parfait. exceptionnel, mais it is what it is. On est aux États-Unis, c'est parti. C'est ça. Ouais, et du coup, ouais, ça démarre comme ça. C'est hyper traumatisant parce que c'est ça aussi quand je parle de partir vivre à l'étranger. Il faut réussir à passer ces 2-3 premiers jours. C'est les pires. Quand tu arrives, généralement, c'est les pires. Sauf si tu vas dans une destination paradisiaque où il y a des palmiers, il fait beau, machin. Ça change tout. Parce que là, tu arrives au mois de janvier à New York, il fait très très froid. Le ciel, il est pas bleu. Il y a de la neige. Ouais, il y avait de la neige partout, exact. Je vais dans un Airbnb éclaté au sol. C'était une auberge de jeunesse, mais je savais pas. Un peu camouflé sous un Airbnb. Et c'était le début de toute façon d'Airbnb. Ouais. Et du coup, je me pointe là-bas. Je suis dans un quartier où ça s'appelle Bed-Stuy. Donc c'est Bedford-Stuyvesant, je crois, un truc comme ça. Ouais. Enfin, en gros, c'est le quartier de Biggie. C'est un quartier qui fait pas rire. D'autant plus quand t'es blanc, tu vois. Parce que c'est littéralement un quartier, il y a que des blacks. Donc toi, tu sors de ton métro, t'as avec ta tête de bon français, tu fais ah, ok, cool. T'es déjà intimidé. Et là, tu commences à taper le blues et tu te dis est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'aurais pas dû juste rester au chaud chez moi? Parce que là, je me tape une auberge de jeunesse éclatée, je suis dans des lits superposés, on est 5 dans la chambre. Ouais. Et tu te demandes, tu commences à douter de tes propres décisions. Et c'est ça le moment c'est le shit test. Ça vient te tester à ce moment-là. Est-ce que tu vas bosser et outrepasser ce petit inconfort? En fait, c'est le maximum. C'est littéralement, t'as monté la montagne de l'inconfort, t'es en haut. Et si tu la passes, après, c'est plus chill. Bah là, t'es là en haut et tu sais pas. Et tu sais pas que c'est le sommet de l'inconfort. T'en sais rien, tu vois. Tu penses que ça va être, ça peut devenir encore plus dur. Et du coup, ça déjà, ça t'impressionne, ça te met une première barrière. Et c'est là où tu te dis, est-ce que je vais pas rentrer? Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je me suis vraiment questionné de si j'allais pas rentrer chez moi. Et le problème, c'était le prix du billet. Je me suis dit, ah, quand même, plus j'ai payé un mois du Airbnb. Et c'est grâce à ça, je dirais, le fait que je sois cheap, en fait, que j'avais pas de thunes, que j'ai dit, bah, je vais rester, en fait. Hein. Et au final, 2 jours après, le blues était terminé. Je m'étais inscrit dans un gym. J'avais rencontré des gens dans le Airbnb, c'était extraordinaire. Je me suis dit, en fait, trop bien. Je parlais à des gens. Je me rappelle le premier jour, je discutais avec une meuf du Texas. Il y a un Français qui se pointe aussi. On me fait, putain, on fait trop cool. Et c'est vrai que quand t'es jamais parti, un Français, ça fait du bien. Parce que du coup, t'es pas tout seul. Et c'est l'erreur que tu pourrais faire plus tard que de rester avec plein de Français. Et là, du coup, c'est pas tu t'assimiles, mais tu t'intègres pas quand t'es entre Français. Et c'est le problème. Avoir un Français comme ça au début, ça fait du bien, mais après, il faut le lâcher. Et il faut rester avec des ricains, il faut traîner avec d'autres gars, il faut aller au maximum au contact du local parce que c'est ce qui va t'apporter le plus d'expérience. Ouais, carrément, ouais. Et ce fameux coup de boost, j'ai l'impression que c'est tout le monde qui l'a quand tu vas à l'étranger. Bah, enfin, peut-être tes premières expériences en tout cas. En tout cas, de ce que j'ai moi pu témoigner, c'est hyper commun. Ouais. Tout le monde là, je l'ai surtout vu en Australie, parce que c'est extrêmement loin, et ça fait peur à tout le monde. Ouais. Quand tu arrives, tu as fait toute la planète, et il y en a plein des Français, pour le coup, qui sont repartis. Putain, c'est ouf. Qui n'ont pas tenu. Mais généralement, les gens qui tiennent pas, j'ai envie de dire, c'est un peu des gauches de risque, putain, j'en ai pas parlé ce matin. Des gosses de risque, des riches, putain la vache. L'archiduchesse, les chaussettes de voilà, et c'est des mecs en fait qui appellent maman, et est-ce que tu peux me payer le billet, je suis pas bien ici, et du coup c'est oui mon bisounours, t'inquiète, je t'envoie de l'argent tout de suite, je t'achète un billet, je m'en occupe, je te mets en business, tu vois le genre. Et vu que j'avais pas ça, et que en fait il y avait aussi j'ai l'impression que ça dépend des profils, mais moi, je me suis dit, t'es un loser si tu rentres, en fait. C'est surtout ça. Parce que sur le moment, tu vas retourner dans ton confort, mais tu vas dire quoi aux gens? J'ai pas tenu 3 jours. Pourquoi? Ouais, mais tu comprends, tu essayes de t'enliser, encore une fois, de trouver des excuses. Ouais, j'aimais pas trop, tu sais, la barrière de l'anglais. Puis tes potes qui sont contents de te revoir, ouais, t'as raison, gros, t'as bien fait, machin. Mais en fait, un mec qui vraiment pense à toi plutôt qu'à c'est cool que mon pote soit revenu, c'est en fait, t'es vraiment une salope. Ouais. T'aurais pu te bouger le cul un peu plus et tenir parce que ça aurait pu t'apporter. En tout cas, un mec qui est parti en amont et qui a déjà expérimenté ça,
J'espère que c'est ce qu'il te dirait. En Ouais. tout cas, c'est ce que je dirais. Ok. Moi, je suis très cru dans mes propos et les gens comme ça qui me trouvent, qui essayent de m'enrouler, Ouais. j'avais une bonne raison de. Moi, je pense pas. Mm. Moi, je pense C'est des excuses, que t'as merdé et que tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Mm. C'est aussi ça le truc derrière, c'est que se trouver des excuses, et que ce soit dans tous les domaines de la vie, ça ne sert qu'à toi, en fait. Mm. Ça ne dessert que toi, pardon. C'est ça. Ça sert aux autres dans le sens où tu vas réussir ton ego va se sentir un peu mieux, mais ça te dessert sur tous les niveaux. Ah, parce mais que ça va te faire te rendre, comment on appelle ça? Te sentir mieux à propos de toi-même pour avoir été médiocre. Mm. Et ça, c'est une catastrophe. Ouais. De mon opinion, en tout cas. Ouais, ou c'est une satisfaction éphémère. Ils sont contents de rentrer, mais au bout de 2-3 jours, ils disent en fait, j'ai peut-être fait le con, tu vois. Bah, si tu te rends compte de ça, c'est encore pire, parce que Ouais. derrière, tu vas te morfondre et te taper dessus, en fait. Mm. C'est beat yourself up. Après, peut-être que là, on peut peut-être ne pas parler de médiocrité, du coup, parce qu'en l'occurrence, le mec s'en rend compte. Donc, Ah ouais, mais il a été médiocre. mais il a été médiocre. Il a quand même, été ouais. médiocre. C'est bien de se rattraper, Ouais. mais t'as fait le con. Et si Ouais. tu veux y retourner maintenant, repaye ton billet aller-retour. là, Ouais. tiens. Mais bon, c'est beau mieux ça que l'inverse, en Mm. effet. Je dirais, tu sais, il y a toujours des trucs où on me dit, ouais, mais c'est peut-être pas pour moi. Moi, je pense que si. Je pense que c'est pour tout le monde. Et que si tu tentes le truc, en tout cas, tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent qui ont vécu à l'étranger, je dis bien vécu, hein, pas parti en vacances, c'est plus les mêmes personnes. Mm. Et que tu sens qu'ils ont une sagesse à ce niveau-là qui est au-dessus du lot et tu le perçois. Tu vois, hier, j'ai fait un podcast avec un gars que je connaissais pas trop et je trouvais son histoire avait l'air intéressante et au final, on a plongé dedans et je me suis dit en fait, vraiment, trop, trop bien. Et c'est pour ça que j'ai connecté avec. Mm. Parce qu'il avait ce vécu-là, ça m'a permis de connecter avec et de me rendre compte de ce qu'il avait accompli et du coup de le respecter encore plus parce que le mec, il s'est sorti les doigts. Et ça, j'aime. Quand un mec se sort les doigts, bah, tu gagnes du respect aussi. Tu gagnes des bonus points. Tu vois, j'en parlais de la gamification, comment en français t'appelles ça? Gratification Non, gamification, de transformer la vie en jeu vidéo, Ah pas oui, en d'accord, jeu ouais. tout court, Ouais, de ok. gagner des points en Ouais. fonction de ce que tu fais, de gagner des points de statut. Ouais. Et c'est con à dire, mais quand tu joues à des jeux comme GTA, tu gagnes des points de statut et de respect. Ben, en vrai, c'est pareil dans la vie. Tu as les points comme ça, l'expérience, quand tu vas au gym, tu deviens plus musclé, tu es plus fort, tu gagnes des points de force, de dextérité, d'agilité, de mobilité, ce que tu veux. Et dans la vie de tous les jours, en fonction des actions que tu fais, bah, tu gagnes des points d'inconfort, tu gagnes des points de respect, de statut, ce que tu veux, encore une fois. C'est un jeu. Pour moi, la vie, c'est devenu un jeu. Tu vois, quand tu as plus d'argent, tu as plus de statut, du coup, tu es plus respecté, par exemple, par agente féminine ou autre. C'est un exemple, encore une fois. Hein. Ouais. Je peux pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve que c'est génial. Et que de voir la vie comme ça te pousse à aller toujours plus loin. Parce que si tu le fais pas, tu te dis, j'ai des points à gagner, en fait. J'ai des points à manquer que j'ai merdé, tu vois. Et de faire cet amalgame avec les gens qui jouent aux jeux vidéo, et je trouve que c'est une force de jouer, d'avoir en tout cas joué aux jeux vidéo, de jouer, je sais pas si c'est une force, moi je joue toujours un peu, mais le fait de faire XP un personnage, pour moi ça fait toute la différence, parce que si tu arrives à relater, à t'apparenter avec ce personnage et te dire pourquoi je ferais pas la même chose, bah let's go quoi. Ouais. C'est ça qui est cool. Parce que quand tu regardes Dragon Ball Z et que tu vois les mecs en train de s'entraîner H24, bah t'as envie de faire pareil. C'est clair. Donc c'est ça où tu te dis bah je vais gagner des niveaux, des trucs, parce que moi ce que je trouve exceptionnel dans Dragon Ball Z, c'est leur détecteur de puissance là. Quand ils voient un mec, lui il a une force de 6000. Et c'est trop bien ça. Parce que du coup, c'est ce que j'aimerais voir. J'aimerais bien qu'on ait une barre, une C'est jauge clair. au-dessus de la tête. Totalement d'accord. Parce que si ces aspects-là de la vie étaient visibles, je peux te garantir que les gens seraient plus déter qu'ils le sont aujourd'hui. Ouais. Et là, ils se rendent pas compte. Si t'avais une jauge de santé, par exemple, et que quand tu te laisses aller, tu deviens obèse, machin, et ta jauge de santé, tu vois qu'elle se casse la gueule. Tu vois que tes niveaux de cardio sont bas. Tout est bas, en fait. Et là, t'es pas bien parce que tu lèves la tête et tu vois toutes les jauges. T'as un Sims en fait. Ouais, mais c'est ça, le mec. Moi, je trouve ce serait exceptionnel. qu'on Ouais, ait ça. ouais, carrément, ouais. Aujourd'hui, on l'a à moindre échelle avec les Apple Watch, ce genre de trucs, ça te donne un peu des stats, mais c'est pas aux yeux de tout le monde. Et je pense que ça fait la différence parce qu'on aura beau dire ce que les autres pensent, je m'en fous. Réellement, je suis convaincu que c'est faux. Qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on fait aussi pour la validation des gens et on a besoin des autres. Je disais que la comparaison, c'est le voleur de la joie, hein, le voleur du bonheur peut-être, mais c'est pas vraiment vrai en fait, parce que sans les autres, tu sais pas où te situer. Et vaut mieux se dire, je préfère être le plus faible des forts que le plus fort des faibles. Parce que ça dépend des gens encore une fois. C'est toujours pareil. Tu peux être très content dans ton petit village d'être le meilleur des faibles,
Mais aujourd'hui, l'avantage d'avoir accès à tout le monde, certes, ça peut faire du mal quand tu tombes sur des multimillionnaires et tu te dis putain, en fait, je suis vraiment une merde à côté. Mais tu peux t'en servir à bon escient, dans le sens où si tu arrives à relater, à t'apparenter à pas mal de ces profils qui font mieux que toi et que ça te serve de drive pour continuer à monter, là, c'est intéressant. Pas de se comparer dans le sens où je veux être meilleur que lui, tu peux le faire si ça te motive. Il y en a d'autres que ça va déprimer, au contraire. Mais le fait de te dire, il a fait ça, c'est possible, donc je vais pouvoir y arriver aussi. Si lui, il l'a fait, pourquoi pas moi? Parce que si les autres faisaient pas tout ça, si on prêtait pas attention à ce que les autres feraient, on serait tous isolés dans une bulle et on serait tous des bulles de médiocrité. C'est clair. Tu compares beaucoup, toi, non? À ce que j'ai compris un peu. J'évolue dans un milieu qui est un peu particulier, dans le sens où quand tu es un peu actif sur les réseaux sociaux, c'est source de frustration aussi. Parce que tu te dis, je crée autant de contenu, je crée autant de contenu que lui, mais lui, il a 100, 200, 300 000 abonnés de plus que moi. Et tu te dis, putain, c'est pas juste. Alors oui, mais il y a peut-être un facteur chance, mais aussi, quelque part, c'est un driver aussi. Parce que tu te dis, il continue à charbonne. Moi, si je me laisse submergé par ça et que je lâche l'affaire, mais je suis qu'une merde. Donc autant continuer à charbonner aussi, parce que peut-être qu'il a eu de la chance, mais il a aussi fait quelque chose qui a marché et que moi j'ai pas fait. Donc quelque part, il mérite son succès. Peu importe la personne, tu as des gens qui ont été propulsés par des gens hyper connus, bah, tant mieux pour toi, tu vois, ça t'est tombé dessus, tant mieux. Mais après, tu peux te dire aussi, bah, je vais utiliser ça, peut-être réseauter avec des gens plus connus que moi, essayer de collaborer avec des gens, et peut-être que ça va me faire monter et me donner derrière plus de business, plus de statut, plus de ce que tu veux, peu importe quel est ton moteur aujourd'hui. Et c'est pour ça que la comparaison, en effet, elle peut faire mal, mais c'est toute une question d'angle. Tu prends l'angle différemment, mais en fait, la comparaison, elle est saine, tu vois, parce que ça va te driver. Et là, ben, bien sûr, si tu te frustres sur des gens, c'est pour ça qu'il y a les haineux aussi. Les fameux haters qui vont te cracher dessus derrière un clavier. J'en ai plein. Et ça fout la mort. À mon échelle, j'en ai pas tant que ça, parce qu'évidemment, un mec qui a 1 million d'abonnés doit se faire déchirer toute la journée, mais il regarde même plus. Parce que le problème, il est que quand tu es créateur de contenu, tu fais ça par passion, et personne t'oblige à le faire. Et c'est du contenu gratuit. Et quand un mec vient te chier dessus sur un contenu qui est gratuit, tu prends ça à cœur. Et tu te dis, putain, ça fait chier quand même, parce que j'ai donné de moi-même, j'ai essayé d'être... c'est un peu mon sang et mes sueurs que je donne, tu vois. Et qu'on vienne te chier dessus ouvertement, ça fait mal. Et c'est généralement des gens qui créent rien en retour, qui sont comme ça. C'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de hater sur les gens, parce que ça ne t'apportera rien, si ce n'est que de te faire sentir mieux à propos de toi-même. Mais du coup, tu te complais dans une certaine médiocrité en faisant ça. Plutôt que de te dire, c'est quand même pas mal ce qu'il fait, même si j'aime pas, je vais faire moi mon bout de chemin avec quelque chose qui me motive peut-être plus et qui me permet de m'épanouir. Mais ce qu'il fait, l'intention est bonne. Moi, je regarde toujours l'intention. C'est exactement ça. Plus l'intention est bonne, même si c'est de la merde ce qu'il fait, l'intention, elle est bonne. Il a envie d'aider, tu vois. Pas de souci. Et moi, j'étais un gros hater avant. Ah ouais? Ah putain, moi, pas à ce point, à mon avis. J'allais poser la question, mais... Pas au point que tu penses, à mon avis, mais j'ai beaucoup ragé sur des gens. Sérieux, putain? De frustration, en fait, de me dire, lui, il fait du contenu de merde, mais il est grave connu. Pourquoi? Mais avec ton compte actuel? Ouais, bien sûr. Mais genre il y a longtemps? Ouais, il y a longtemps. Aujourd'hui, après, on est toujours un peu comme ça. Je veux dire, ce serait facile de dire, ouais, t'inquiète, je suis plus comme ça, c'était il y a longtemps. T'as toujours, oui, ce truc au fond de toi. Genre. Voilà, des fois, t'as des frustrations qui arrivent, mais l'avantage, c'est de faire du travail sur toi-même, c'est que tu deviens moins sensible à tout ça. Tu deviens moins sensible à la critique, et tu deviens moins critiquant des autres aussi, et tu tolères davantage, tu respectes davantage, je dirais. Et des fois, ça vient un peu te frotter, t'as envie d'ouvrir ta gueule et tu te dis, c'est bon. C'est bon, je laisse tomber pour cette fois. Ouais, voilà, c'est rien, et c'est ça. Après, tu peux aussi cruiser sur le drama. Il y en a plein qui cruisent avec ça et qui ont tourné sur la critique des autres pour s'élever. Malheureusement, le français, enfin, c'est même pas le français, c'est l'être humain aime ça, aime le drama, ce qui fait que toutes les chaînes de drama ont pris de l'exposition. Tous les Jean Honche, les Marvel, ces gens-là. Ils ont une bonne intention derrière. Jean Honche, j'aime bien ce qu'il fait, mais il a quand même bien cruisé sur du drame. Sûr, et je pense qu'il en est conscient, il le sait, il s'en bat les couilles. Et je pense que c'était une certaine frustration de sa part aussi à lui, qu'il avait eu des problèmes de santé, et de se dire, putain, voilà, je peux faire aussi bien qu'eux, si ce n'est mieux. Et tant mieux, parce qu'il s'en est servi comme moteur. Donc ça, c'est cool. Mais derrière, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, t'as des mecs, même le Raptor, ces gars-là, ils ont tout compris, tu vois, ils cruisent là-dessus. C'est bien, c'est juste pas ce que j'ai envie de faire. Mais je respecte, encore une fois. Tu vois, aujourd'hui, je suis plus dans cet esprit de critique du genre, ouais, c'est vraiment de la merde.
Moi, je vais dire ça si ça peut faire du mal aux gens. Si ce que tu proposes, par exemple, si tu prônes un programme fitness qui est vraiment éclaté au sol, qui peut faire plus de mal aux gens qu'autre chose, là, ça va me saouler. Ouais. Parce que là, par contre, il y a un problème. Ouais, bien sûr. Mais si ton programme, il est éclaté, mais que les gens, ils le font, c'est pas extraordinaire, mais ils sont heureux de faire un peu de sport, tant mieux. Alors que ça, auparavant, ça me frustrait. Je disais, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais je me suis rendu compte que plus tu es négatif comme ça, plus tu vas dans le c'est de la merde, moins ça t'aide en fait. Donc ça sert à rien. Ouais, carrément. Dans le fond, si tu veux te développer toi, il faut te focaliser sur toi. Les autres, c'est bien, c'est des benchmarks. Tu les vois un peu droite à gauche, tu te dis ok, c'est cool, tant mieux. L'intention, elle est bonne. J'adhère pas à ce qu'il fait, mais l'intention, elle est bonne, c'est cool. Tant que tu me chies pas dessus derrière, parce que j'en connais des hypocrites comme ça, qui du coup, je suis plus trop copain avec, mais sinon, je m'en fous. En vérité, il vaut mieux se concentrer sur soi, regarder ce qui se fait autour, parce que il faut pas être un Illuminati tout seul dans ton coin, parce qu'il y a de faibles chances que tu arrives à tomber sur le produit qui marche sans regarder ce qui fait autour, sans regarder ce qui se fait dans ce monde. Mais moi, c'est ça, quoi. Tu sais que tu me fais me remettre un peu en question sur certaines choses, notamment le fait de... moi, personnellement, tu vois, les réseaux sociaux, j'y vais pas du tout. Ouais. C'est paradoxal parce que je publie quotidiennement, mais j'y vais pas du tout. Genre, je scrolle pas sur les réseaux. Ok. Genre, les soirs, quand je mange, vaguement, tu vois. Ouais. Mais... c'est pas mal, hein. Mais en vrai, c'est un truc que j'ai arrêté de faire parce qu'avant, il y a 2 ans, je suis sorti d'une grosse dépression. Et en gros, si tu veux, durant cette dépression, le premier truc que je faisais quand je me levais à 15h, c'est je prends le tel et je scroll. Ouais. Et je scroll, et je like, et je scroll. Et toi, ta vie dans tout ça, tu fais quoi en fait? T'es là, t'es dans ton lit, tu fais rien de ta vie, tu vois. Ouais. Genre, tu likes les gens, mais tu fais rien de ta vie de ton côté. Bien sûr. Et en fait, j'ai compris un truc après, c'est que, il faut être acteur de ta vie, c'est-à-dire tu fais de ton côté, à toi. Et de temps en temps, comme tu l'as dit, regarde à droite à gauche, mais sois acteur de ta vie en premier lieu. C'est surtout de se dire, deviens créateur au lieu d'être consommateur. Ouais. Parce que les mecs qui ne créent rien, c'est généralement les plus frustrés et les plus haters, en fait, c'est eux. Les haters, c'est les plus gros consommateurs de contenu. C'est ceux qui vont toute la journée scroller. Et ça, pour le coup, évidemment, le scroll, quand on scrolle, il faut avoir un certain but derrière. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les vidéos virales, c'est des vidéos qui n'apportent rien. Et que du coup, on soit scotché là-dessus parce que ça apporte une certaine satisfaction de dopamine. Mais dans le fond, il faudrait réussir à réduire tout ça et devenir plus créateur et acteur, comme tu le dis. Ouais. Parce qu'une fois que tu prends en main ta vie, tu crées, tu as moins besoin de consommer ce qui se fait. C'est ça. Et puis je trouve que quand t'es acteur, t'es beaucoup moins sensible à la critique. Bon, des fois, je me fais allumer, hein, ça m'arrive. Hein. Ouais. À ma toute petite échelle, j'ai déjà eu des commentaires de mecs qui me chient à la gueule. Et des fois, ça m'arrivait d'y voir. Et en fait, déjà bloquer et signaler parce que j'ai pas envie de toi sur mon compte, tu vois, premièrement. Et surtout, en fait, je me dis, j'ai tellement passé une bonne journée aujourd'hui, je suis tellement content de ce que j'ai fait. Ouais. Mec, allume-moi comme t'as envie. J'en ai juste strictement rien à faire. Moi, je suis content de ce que j'ai fait dans ma journée, tu vois. J'ai produit ça, j'ai fait ça, tu vois. Donc, pour moi, les gens qui sont derrière et qui critiquent comme ça, pour moi, t'as que ça à faire, en fait, tu vois. C'est horrible, surtout, c'est au-delà de ça, certes, que ça à faire, mais moi, ça me fait de la peine maintenant. Non, mais c'est ça. Je me dis que leur vie doit être vraiment... Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réagir au lieu de prendre la mouche tout de suite et s'exciter. C'est toujours être dans la réflexion avant la réaction, et ça, c'est le plus dur. Moi, je suis très impulsif et spontané. Et quand ça me casse les couilles, parfois, je peux monter très vite. Et du coup, j'essaie de travailler là-dessus pour être plus dans un système de réflexion et me dire, putain, j'espère. Il y a un youtubeur comme ça que je suis qui en parle très bien, qui est comme ça d'ailleurs, qui est très spontané, et que maintenant, sous ses commentaires YouTube haineux, il met un commentaire, il fait tellement de mal, sans être agressif. C'est, en gros, je vais te traduire directement de l'anglais. Il lui dit, ta vie a vraiment l'air, t'as l'air de rencontrer des problèmes dans ta vie personnelle, j'espère que ça va aller. Courage, en gros. Ça fait encore plus mal. C'est horrible, mais c'est génial. C'est horrible parce que le mec soit il va péter encore plus une pile, mais du coup s'acharner tout seul, soit il va enlever son commentaire et va dire je suis qu'une merde. Et peut-être que potentiellement il va se remettre en question. Tu crois vraiment qu'il y en a beaucoup des gens comme ça? J'en sais rien. Je pense c'est difficile à dire, hein, mais j'espère que ça peut en illuminer certains et qu'ils se disent putain, c'est vrai que j'ai peut-être un peu fait de la merde. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que les gens vont toujours projeter leurs insécurités sur toi. Toujours, dans tout ce que tu vas faire, dès qu'il y a une critique, c'est une insécurité qu'ils ont eux et qu'ils vont projeter sur toi. Parce qu'ils veulent pas que tu t'élèves au-dessus d'eux. Le problème, il est là. Les gens vont être contents pour ton succès jusqu'à ce que tu sois plus successful que eux. Tant qu'ils sont au-dessous de toi, je suis content pour toi. Mais dès que tu me dépasses, c'est plus pareil. Je vais commencer à te chier dessus pour justifier pourquoi je suis pas au-dessus de toi. Et ça, c'est un gros problème. Ouais, carrément. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire là-dessus.
Mais d'être... non, Le fait qu'il soit au-dessus de toi et que du coup il te critique. non, c'était pas ça, je voulais revenir sur un point d'avant. C'était pas le fait d'être colérique? Il y avait ça, de se dire je suis dans l'impulsion, mais du coup maintenant il faut que je sois dans la réflexion. Mais je t'ai donné l'exemple du youtubeur qui disait ça, et c'est vrai que de toujours prendre un step back quand tu prends un commentaire négatif, te dire ok, je vais souffler un peu. Ouais. Ah, c'est ça que je voulais dire, je sais, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. C'était que ces mecs, ils se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire, parce que tu peux y être très sensible, et du coup potentiellement sauter par la fenêtre si vraiment tu reçois beaucoup de commentaires négatifs, et des gens qui n'ont pas les reins assez solides pour les supporter. Mais surtout, ça peut briser des rêves. Parce que toi, tu tentes le truc. Tu fais mieux qu'eux parce que tu tentes le truc. Tu fais quelque chose, tu passes à l'action. Et le fait que ces mecs-là vont venir te chier dessus et te mettre des bâtons dans les roues, tu vas peut-être douter de toi et te dire, ouais, peut-être qu'ils ont raison, je devrais peut-être arrêter de faire ça. Et du coup, t'arrêtes un truc que tu avais déjà démarré, que tu t'es mis dans l'inconfort, et qui aurait pu t'apporter quelque chose d'énorme, même si tu n'aurais jamais été super successful avec, ou peut-être que tu aurais pu l'être. Ces mecs-là t'ont coupé l'herbe sous le pied, alors que ces mecs-là ne sont personne pour toi. Et tu as laissé en fait des gens, des complets étrangers, avoir un impact aussi fort sur toi. Donc c'est là où tu te dis, putain, en fait, j'ai peut-être merdé. Parce que quand la critique, elle vient de proches, là, tu te remets un peu plus en question. Ouais, je pense. Parce qu'un proche qui est... Généralement, ils vont essayer de te sugar-coater, d'être gentil. Si là, ils te disent, écoute, t'es vraiment en train de faire de la merde, ça peut t'énerver un peu, mais il faut à la fois que tu remettes le truc en question et que tu te dises, est-ce qu'ils ont vraiment raison, ou est-ce que c'est important ce qu'ils me disent? Parce que c'est important quand même que tes proches pensent du bien de toi. Parce qu'admettons, tu lances un OnlyFans, évidemment, tu te fais chier dessus par toute ta famille, mais ça te rapporte 10 000 euros par mois. Quel est le plus important pour toi? Parce que ça peut être, ok, c'est vrai que mon éthique, l'honneur de ma famille, peut-être que voilà, c'est pas ouf qu'ils me voient en train de me branler sur OnlyFans. Mais à côté de ça, regardez, vous taffez, vous gagnez 1 500 euros par mois, moi je gagne 10 000 et je suis chez moi en train de me branler, quoi. Donc quelque part, je suis un vrai branleur. C'est vraiment pour le coup. Donc à voir, moi je connais des gens qui font, qui font de l'OnlyFans, et je pense qu'ils n'ont rien à foutre de ce que les parents. Et peut-être que les parents diront aussi derrière, tu sais quoi, les couilles, fais de la thune. Il y a peut-être ça aussi derrière. Mais tout ça pour dire, c'est important de prendre en considération tes proches, mais ça veut pas dire que tu dois les laisser dicter ta décision derrière. Parce que quand j'ai voulu créer un business, il n'y a personne qui soutenait. Surtout en France, on a peur de l'échec. Et eux ont eu peur de l'échec, donc ils vont le projeter sur toi. Et du coup, ils vont te dire, t'es sûr, tu vas prendre des risques, machin, il y a des chances que ça foire. Ah, mais j'ai pas besoin de ça maintenant. Donc là, à la limite, tu laisses ça de côté. Et c'est pour ça que c'est important de bien s'entourer avec des gens qui sont moteurs dans les décisions que tu vas prendre au jour le jour, dans le business ou autre, ou dans ton épanouissement, qui soient centrés avec ce genre de trucs. Et genre type ta mère ou par exemple ton frère t'ont soutenu dans tes démarches? Potentiellement, dans ta famille, ils vont pas te soutenir parce qu'ils vont pas te comprendre. Donc moi, mes frères, ils ont soutenu le truc, ils savaient pas trop, j'étais plus jeune que moi de toute façon. Ma mère a évidemment montré qu'elle était inquiète, que c'était quand même risqué, mais j'ai su lui prouver derrière que ça allait le faire, dans le sens où je suis parti vivre dans plusieurs pays, donc elle m'a fait confiance. Elle a vu que je me démerdais bien partout, que j'ai jamais été à l'appeler, j'ai besoin d'argent. Parce que tu fais ça, ok. Là, tu as un peu pété la confiance et ok, en fait, il s'en sort pas très bien. Donc, vu que j'ai jamais eu besoin d'argent, j'ai montré que je m'en sortais à l'étranger tout seul et que j'avais pas besoin d'aide. Donc, si jamais je décide de créer un business, elle va me montrer ses inquiétudes, mais derrière, me laisse faire. Et aujourd'hui, maintenant, elle me fait confiance parce qu'évidemment, tout ce que j'ai montré avec le temps, c'est que maintenant, je pense que peu importe ce que je lui dirais, elle douterait plus tellement. Ok. J'aimerais juste revenir sur un point, parce que ça me paraît important, parce que je pense que tu es l'une des seules personnes qui l'a exposé publiquement. C'est le fait d'être colérique. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi je suis beaucoup victime de ça en fait. Je pète très souvent des câbles. Tu sais, on a l'air très sympa comme ça à première vue, mais il y a un côté sombre, tu vois. Et ce côté sombre, toi quand t'en as parlé dans tes podcasts, c'est pour ça que je voulais venir sur ça vraiment, parce que je vais pas te demander de donner des exemples, mais ça vient d'où? Est-ce que c'est inné? Est-ce que t'avais l'air de faire comprendre que c'était un peu en lien avec ton père, peut-être, ou avec ton passif? Mais je sais pas. Ça peut être génétique, T'as des gens qui vont péter des câbles c'est ce qu'on appelle le sang chaud. C'est ça. Mon père était comme ça, mon frère est comme ça, et moi je suis comme ça. Mais je vais pas me dire, mon père était obèse, mon frère est obèse, donc je dois être obèse. C'est ça le truc. C'est que je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. T'as des prédispositions à être colérique, ok. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça? Et l'amélioration, elle est déjà à chaque fois il y a un élément déclencheur, c'est de notifier cet élément déclencheur et de l'identifier. Et de te dire, du coup, je sais qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de choses qui arrivent, ça me déclenche.
c'est ton trigger en fait. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a ça, maintenant, au lieu de tout de suite réagir, je vais déjà notifier en premier qu'il y a ça et que ça me trigger. Maintenant, je l'ai notifié, donc j'ai pris un pas de recul. Donc je peux mieux estimer la situation, l'étudier, et à la place de réagir, je peux réfléchir. Et déjà rien que ça fait la différence. Et il y a des fois où tu sais, tu as le sang qui vraiment monte, tu as envie de péter une pile, et c'est le plus dur parce que là, tu deviens incontrôlable, et ça devient compliqué, tu sens que tu boues et tu as envie d'exploser. Et généralement, quand tu exploses, c'est après que tu te dis qu'est-ce que j'ai fait. C'est exactement ça. Et le but, c'est de ne pas exploser, c'est de canaliser, parce que forcément, elle est là, l'émotion, elle est là, il faut la digérer. Parce que là, en explosant, tu la montres, tu la traites, tu la manages, tu la gères. Mais il y a d'autres moyens de la gérer. Et tu peux la canaliser, cette énergie, et en faire autre chose. Et pour le coup, j'y arrive de mieux en mieux. Je pète plus trop des câbles comme je faisais avant. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois où je pétais des gros câbles, des fois avec mon ex, et elle me disait putain, tu me fais peur quand même. Et là, c'est là où, quand elle me disait ça, je me disais ah ouais, là c'est chaud. Tu prenais du recul. Là c'est chaud. Parce que si elle pense que je lui fais peur, évidemment, j'ai jamais levé la main sur elle ou quoi, mais c'était juste ma réaction qui était de. Elle aimait pas me sentir proche de moi quand je pétais un plomb. Et quand j'ai vu que ça l'affectait, je me suis dit, il y a un truc à faire parce que je peux pas. Je peux pas avoir ça parce qu'en faisant ça, moi, je me sens comme une merde après. Et quand il faut que j'aille m'excuser, parce que je peux pas. Il faut que je sois en mesure d'être the man, tu vois, l'homme qui se contrôle. Parce qu'un mec, il doit être en mesure de se contrôler, peu importe la situation. Et j'estime que quand tu pètes un plomb et que tu te contrôles pas, en fait, je vais résumer là, t'es qu'une merde, mais en fait c'est pas ça. C'est que surtout t'arrives pas à te contrôler, donc quelque part t'es pas aligné avec toi-même, il y a un problème, il y a un truc à gérer, tu dois être en mesure de te contrôler. Donc c'est ce que j'ai mis en place, des choses comme la méditation m'aide à canaliser, parce que tu fais rien pendant 10 minutes et c'est très très dur aujourd'hui de rien faire. Aujourd'hui tu fais rien, c'est ah putain, je prends le téléphone, machin. Il faut savoir ne rien faire, et ça c'est dur. Et trouver une activité qui te permet d'être posé, et toujours, dès que tu as un problème, ne plus réagir, mais réfléchir. Et à chaque fois, je te dis, c'est cette identification de trigger. Tu identifies la détente, ce qui te fait péter un plomb. Et une fois que tu l'as identifié, ça devient plus simple. Parce que tu sais ce que c'est à peu près qui t'énerve. Et plein de fois, je me suis rattrapé sur des trucs, tu sens que ça t'énerve, et là, je me mets à rigoler, tu fais « Ah putain, j'ai failli péter un plomb ». Parce que je sais que ça me trigger. Et plus tu identifies, plus tu avances dans le temps, et plus tu seras en mesure de tous les identifier, et du coup, plus que ça t'arrive. Parce que forcément, quand tu as des nouveaux triggers, des trucs que tu savais pas que ça allait te faire ça, forcément, là, ça arrive, et là, tu te fais « En fait, tranquille, quoi. Arrête une merde, ça se fait avec le temps. » Je pense qu'il faut vivre les expériences à chaque fois, il faut vivre ces triggers, parce que tant que tu sais pas que c'est des triggers, tu auras du mal à les anticiper, tu vois. Putain, je suis pas encore à ce point-là, moi. Tu me dis, t'as 22 ans, mec, c'est normal. J'ai 33, à 22 ans, j'étais hyper impulsif et je pétais des câbles pour rien. Là aujourd'hui, j'ai pu me canaliser et travailler dessus avec les années. Je pense que c'est ce qu'on appelle la sagesse aussi. C'est de se dire, avec le temps, on a accumulé tellement d'expériences qu'on peut les traiter différemment. Tu traites l'information pas de la même manière, tu regardes un nouvel angle et t'es plus dans. C'est un peu comment on appelle ça, en gros, l'excitation de la jeunesse, quoi. Tu sais, t'es jeune, t'es fougueux, c'est ça. Et du coup, tu fais n'importe quoi. Et quand tu vieillis, tu deviens sage. Et je m'en rends vraiment compte. Que dès que j'ai passé 30 ans, j'ai eu un niveau de sagesse. Et je pense qu'à 40 ans, ce sera encore pareil. À 40 ans, à mon avis, je pèterai plus jamais de câble. Parce que je me dirais, en fait, c'est pas important, ça vaut zéro. Et avec ce que j'ai accumulé, je pense que ce sera pareil pour toi. C'est que c'est drôle de fou, parce que je fais référence à mon père là, mais il pétait tout un des câbles avant quand j'étais jeune. Et maintenant, il a 50 berges. Il s'en branle. Il s'en branle de fou. Voilà. Non, j'avais jamais fait la liaison, mais effectivement, tu dois t'assagir, je pense, avec le temps, effectivement. Il y a ça. Et plus t'es au contact, plus t'es aussi self-aware, dans le sens où tu te dis, je sais qu'il y a un problème. Il faut que je le règle en identifiant les choses. Parce qu'il y a des gens, ils seront colériques toute leur vie parce qu'ils s'en foutent d'identifier pourquoi ils ont un problème. Il y a des gens, ils sont pas dans ce. Parce qu'en faisant ça, tu fais déjà un effort de développement personnel parce que tu veux devenir une meilleure version. Tu te dis, j'ai un problème de colère, je veux plus l'avoir, qu'est-ce que je fais? Et il y a plein de gens, ils vont pas être dans cette démarche-là. C'est je suis en colère, je monte ma colère et je m'en fous des conséquences, c'est pas grave. Il y a des gens, ils sont persuadés qu'ils sont déjà parfaits. Tu vois, ils ont pas besoin de changer, ils ont pas besoin d'évoluer. Mais tant mieux pour eux, c'est leur problème après. S'ils sont bien dans leur basket derrière, mais ils vont causer des problèmes. Est-ce que tu médites toujours le matin? Bien sûr. Ok, tu continues du coup. Je fais mieux que ça, c'est qu'à la fois je médite, mais surtout je laisse mon téléphone en mode avion jusqu'à ce que j'ai terminé ma lecture du matin. Après la méditation. Tu le faisais pas ça avant? Non. Avant, j'avais ce réflexe d'allumer Instagram dès le début et je sentais que je perdais du temps et que ça m'aspirait mon énergie en fait, et je me sentais fatigué beaucoup plus vite à cause de ça. Parce que ton énergie mentale, il y a une vraie barre d'énergie mentale au début de la journée qui descend.
Et plus tu l'attaques dès le matin comme ça sur les réseaux sociaux, et plus elle descend vite. Ouais, c'est clair. Et du coup, je fais plus ça et ça m'aide énormément. C'est pour le coup, tu laisses le mode avion, personne peut te faire chier, t'es en train de lire, tu vois, j'ai mon Kindle qui est là, je lis. Et derrière, tu sais que tu peux pas être dérangé par un message ou autre, parce que ça, c'est encore pire dès que tu as une notification. Après, tu sors de l'état de flow que tu étais. Et voilà, quoi. Donc, non, ça m'aide énormément et ça m'a aidé à canaliser ma colère aussi. Ouais. Parce que moi, je sais que personnellement, on me reproche beaucoup. Après, des fois, j'abuse aussi, mais je suis tout le temps en mode ne pas déranger. Ouais. Parce que je taffe, tu vois. Mais t'as raison. Mais il y a des potes à moi, ils me disent, mec, tu saoules. Genre, réponds. Je suis en mode, mais gros, je taffe. Non, mais tu vois, là-dessus, moi, je pense que tu devrais le laisser. Moi, je le mets pas parce que j'ai des urgences avec Sync, en l'occurrence. Ouais, voilà, et mais j'ai pas c'est le choix. différent, bien sûr. Mais sinon, je le mettrais. Ouais. Il y a une période où je le faisais. Après, j'ai vu que ça posait problème pour l'entreprise, Ouais. donc j'ai arrêté. Mais le jour où je bosserai plus au sein de la structure, Ouais. je mettrai le mode ne pas déranger. Ouais, Absolument, sur des blocs de travail. Ouais. Alors là, personne me fait chier. Et il y aura pas de raison de. Aujourd'hui, je suis dérangé uniquement sur le travail de Sync. Ouais. Donc c'est pour ça que je peux pas le mettre. Mais Ouais, à bien partir sûr. du moment où tu bosses que pour toi, que ton pote il soit pas content, c'est bon, il attend, tu vois. Ouais, c'est Parce ça. que si t'es à la portée comme ça de tes potes, à n'importe quelle heure, ils peuvent t'appeler. Des fois, ils t'appellent pour rien. Ouais. Ils t'ont niqué ton système de flow. C'est ça. Et du coup, tu dis, bah gros, super, merci, quoi. Ouais. Donc, non. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le gros challenge, c'est de savoir dire non. Et moi, c'est un énorme challenge, tu vois. Et des fois, j'ai des potes qui m'appellent, je vois leur nom et je décroche pas. Et je dis non, parce que je sais que là, déjà, je suis en train de bosser, mais derrière, j'en ai pour une demi-heure où il va me raconter sa vie. Et ça va pas m'arranger. Ouais. Et donc là, pour le coup, ça va me pénaliser plus qu'autre chose. Donc, quelque part, c'est un non-respect de mon temps. Donc, non, il faut savoir dire non. C'est ça. C'est le plus dur. Moi, c'est mon challenge actuel, long terme, c'est d'apprendre à être beaucoup plus sélectif sur ce que j'accepte et ce que j'accepte pas. Ouais. J'essaie toujours d'être un people pleaser, ça fait partie de ma personnalité, ça fait chier, tu vois, d'accepter, ok, cool, bah, ok, tu veux passer, vas-y, passe. Et des fois, tu dis, pfff. Ouais. Mais ouais, il faut apprendre à comment sélectionner ses batailles. Ça peut peut-être paraître égoïste, ce que je veux dire, mais c'est vrai que des fois, tes potes, ils t'appellent, mais c'est pour te raconter leur vie. Toi, tu dois taffer, tu vois, t'as un truc, t'as un projet. Si c'est dans des horaires de taf, ouais. Ouais. Après, je vais quand même m'assurer qu'il n'y a pas un truc grave qui s'est passé ou Oui, quoi, non, parce mais que bien j'ai sûr. envie d'être là pour eux. Bien sûr. Il faut être un bon ami aussi Ouais. et savoir les aider s'il y a besoin. Ouais. Donc vraiment, si il t'écrit urgence, s'il te plaît, appelle-moi. Ouais. Là, j'appelle. Ouais. Mais sinon, si ça peut attendre, ça peut attendre. Ouais. Important que tu dises ça alors. Faut Ouais, que j'en prenne de la graine. Voilà. Appelle-moi qui appelle-moi. Non, mais bien sûr, c'est tout à fait ça, ouais. C'est tout à fait ça. Et du coup, tout ça dans le sport, là-dedans, parce qu'on n'en a pas parlé, Ouais. tu as une marque, le Hybride Training Club. Ah, le Hybrid en bon Training français, Club, yes. En bon français. Avec les t-shirts Yeah, oversize. c'est ça, exactement. T'es un grand sportif, ça, je pense que on l'a pas notifié depuis le départ, mais. Ouais, ça fait partie de ma life en effet. Et quand c'est arrivé presque en même temps que mon départ à New York en fait, parce que j'ai commencé avec le foot américain. C'est ça qui m'a sorti un peu de mon état d'esprit faible et je me suis dit, le foot américain c'est un sport de dur. Et si je veux devenir un dur, il faut que je fasse un sport de dur. Et ça m'a aidé, hein. Ça m'a aidé parce qu'au début je me considérais comme faible, que j'étais pas en mesure de me défendre, tout ça. J'ai fait un peu des arts martiaux et puis après le foot américain, je me suis dit putain, c'est pour les mecs durs. Enfin ça paraît dur. C'est badass, genre t'as un style de ouf, t'as une starification énorme dans ce sport, et c'est un sport d'équipe. Et du coup, je me suis dit, putain, ça me plaît. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner, parce que rapidement, tu vois que tu luttes au niveau de ta condition physique sur le terrain, parce que j'étais un skinny fat, donc j'avais pas un physique de ouf. Et derrière, ça m'a mis plein dedans, jusqu'à me faire devenir coach en Australie, parce que j'ai eu envie d'aider les gens. Je me suis rendu compte qu'on me demandait des conseils de plus en plus souvent, dès que tu commences à te build up, te build un physique, te construire un physique, les gens commencent à te questionner et j'aimais ça. Quelque part, tu as une certaine validation qui en revient, tu te dis putain, je me sens utile et ça c'est cool. Et se sentir utile, je trouve que c'est un peu la clé de la vie, c'est que si tu apportes aux gens, tu as une vraie raison de vivre. Si tu fais tout pour toi dans ton coin et que tu n'en as rien à foutre des gens, pour moi, tu es un peu un paria et tu ne sers pas à grand chose. Ouais. Le but, on est quand même en société, en communauté et on n'est pas des créatures solitaires, on est fait pour s'entraider et pour vivre en tribu. Et c'est ce que j'ai eu envie de créer derrière avec le Hybrid Training Club, où je me suis dit, je vais créer un système d'entraînement hybride, un club d'entraînement. En fait, tout simplement, traduit littéralement, c'est le club d'entraînement pour les hybrides. Et le but, c'était de rallier cette communauté que tu retrouves dans les universités américaines, avec l'équipe de foot américain, les fraternités américaines, et je voulais qu'il y ait ça à mon échelle en ligne, pouvoir réunir des gens qui n'ont pas spécialement le cercle social dont ils auraient rêvé là où ils habitent, mais de le trouver au sein du club en ligne et de pouvoir s'entraîner et se dépasser en même temps. Parce que l'entraînement, pour moi, c'est la fondation de ce qui va te permettre de décupler ta confiance en soi. Et
parce que tu vas t'entraîner, construire un physique, tu vas être discipliné et assidu, ça va te permettre de développer cette résilience long terme dans tous les domaines de ta vie. Donc pour moi, c'est vraiment la fondation. Et quand tu crées ça, moi je le vois, les résultats des gens. Tu vois, ce matin, avant que tu viennes, j'étais en train de traiter les testimoniaux que j'ai tournés quand j'étais dans le sud avec des clients. Et je vois que j'ai transformé leur vie au-delà de l'aspect physique. Et là, je me dis, là, je me sens utile, là, c'est cool, là, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est trop bien parce que je t'ai entendu dire sur le précédent podcast et c'est là que je permets de faire un lien. Moi, je sais que mon kiff plus tard, ça serait d'aider les gens aussi bien sur le plan physique que mental. Ouais. Et du coup, c'est avec toi, ça reprend quand même beaucoup ce point-là. Ah, c'est ça, c'est du mindset avec l'entraînement, bien sûr. Bien sûr, les deux font. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. Ouais. Juste s'entraîner, si tu n'as pas le mindset qui suit derrière la discipline et ce fameux développement de la gratification non instantanée mais long terme, qui va t'aider plus tard, bah en fait, tu t'entraîneras pas longtemps. Ouais. Un mec qui arrive à s'entraîner long terme, généralement, je connecte toujours avec des gens musclés. Tu vois, c'est toujours plus facile. Tu vois, l'autre jour, j'allais prendre l'avion et j'allais au parking et tu as une navette qui t'emmène et je discute jamais avec les gens là-bas. Et là, il y avait un mec musclé. Et du coup, la discute s'est fait instantanée. C'est genre, ah, tu liftes, ah, toi aussi. Ah, cool, tu fais quoi, machin. Et c'est devenu un pote comme ça. Et il y a une connexion qui se fait parce que tu sais, j'en parlais d'ailleurs dans le réel que j'ai posté hier ou avant-hier, ou je sais plus quand, où je disais, c'était une citation, pas une citation, mais une partie de l'histoire d'un mec qui s'appelle Bedros Koulian, où il disait, lui, il valorise tellement les mecs qui s'entraînent qu'il les juge tout de suite, qu'il juge tout de suite les gens qui rentrent dans la pièce s'ils s'entraînent ou pas. Ouais. Et surtout quand ils sont là pour le démarcher, devenir des partenaires potentiels, si le mec s'entraîne, il va le respecter tout de suite beaucoup plus parce qu'il sait qu'au-delà d'un physique, il y a une discipline et une résilience long terme, chose qui est dure à trouver aujourd'hui. Et les gens qui ne s'entraînent pas ne se rendent pas compte de ça, ils vont dire c'est de la discrimination, mais peut-être mec, mais au moins, même si tu as cette discipline, tu l'as clairement pas assez pour t'entraîner, quoi. Parce que si tu savais ce qui est bon pour toi et dans ta vie de tous les jours et dans ta santé, tu t'entraînerais. Pour moi, c'est un non négociable. C'est aussi pour ça que je suis un peu exécrable avec les gens qui s'entraînent pas volontairement et qui prennent pas soin de leur santé, parce que je me dis, vous êtes en train de vous irrespecter, en fait. Vous ne vous respectez pas et c'est triste. Et moi, je veux mieux pour vous parce que c'est mon âme de coach un peu qui sort là-dessus et qui dit, moi, je peux faire mieux pour vous et je veux que vous deveniez mieux. En fait, je suis là pour vous aider. Et le fait que toi, tu n'acceptes pas mon aide, ça m'énerve. Tu vois, parce que je veux le meilleur pour toi, mais toi, tu es en train de me chier dessus parce que je sors pas le week-end ou quoi, ce genre de truc. Et c'est un peu la frustration aussi de me dire, putain, mais c'est le jeu. Tu peux aider les gens qui veulent être aidés, quoi, c'est tout. CrossFit, du coup, tu fais aujourd'hui? C'est principalement. C'est autour du CrossFit quand même pas mal. C'est du cross training. J'aime pas employer le mot CrossFit parce que c'est une marque avec un format très particulier. Et c'est du cross training. En fait, hybride, ça veut dire bâtard, ça veut dire mix de plein de trucs. Cross training, c'est pareil. Cross et croisement. Donc c'est typiquement ça que je fais. Le but, c'est de devenir un humain 2.0, de développer toutes les capacités. Ça va être bon en endurance, bon en sprint. Tu vois, mélanger en gros. Un truc hyper endurant, qu'est-ce qui est hyper endurant comme animal, j'en sais rien, mais avec un guépard si tu veux, et d'avoir ce mix un peu de tout, d'être bon partout. Avec pas que de dire, peut-être, pas de dire, je suis juste très bon en sprint, mais je suis une brêle partout ailleurs. Je veux savoir sauter, nager, grimper aux cordes, tout ça, marcher sur les mains, faire des muscle-up, tout ça. Être bien dans mon corps parce que je le maîtrise, et du coup, ça te permet d'avoir une meilleure vie derrière aussi. Parce que tu profites vachement plus. Tu vois, quand là, je suis en bas dans mon garage au -2, j'habite au 4e, quand je monte les 6 étages à pied, je suis pas fatigué. J'arrive en haut, c'est à peine tranquille. J'ai fait un peu de calories en plus, j'ai gagné des points, donc on en revient à la gamification, tu vois, et je me sens bien à propos de moi-même. Si t'as pas envie de faire ça, t'as pas envie de faire ça, mais le tout, c'est que tu te sentes bien, et que tu te frustres pas parce que tu es pas bien, et que tu chies sur les autres qui font mieux que toi pour ça. C'est surtout pour ça que je veux changer les gens. Pour les rendre bien, et ils sont tellement bien qu'ils sont heureux pour tout le monde. Parce qu'ils se sentent bien eux-mêmes. Parce que quand tu critiques tout le monde, c'est qu'il y a un mal-être. Et si tout le monde était bien dans sa peau, il n'y aurait pas de mal-être. Commence par t'entraîner et le mal-être, il sortira tout seul. C'est ça. Est-ce que tu veux surveiller l'heure peut-être? Je sais pas. Parce que il est 13h. Il est 13h. Ça commence à... On va boucler alors. On va boucler. Dommage, il y avait un sujet que je voulais interpréter. C'était juste sur les relations amoureuses, mais ça risque de prendre peut-être un peu... Ça dépend sur quoi tu me taquines, mais si t'as un truc concis, ça peut le faire, mais c'est vrai qu'après, j'ai beaucoup de taf. Comment tourner ça sans être trop général? Est-ce que pour toi, l'amour, que ça soit pour tout le monde, il s'estompe? C'est que ça reste quand même très général, mais... Non, mais c'est une bonne question dans le sens où, à la fois, je suis pas la meilleure personne pour en parler. Non, mais je dis ça parce que je sais surtout, que je pense que c'est possible qu'il soit éternel et inconditionnel si tu sais comment entretenir ta relation. Parce que le problème majeur qu'il y a dans les relations aujourd'hui, elle s'estompe, c'est la flamme s'éteint, parce que les gens prennent la relation pour acquis beaucoup trop vite.
et ne travaille plus pour la relation et pense que le travail il se fait avant la relation. Une fois que tu as la relation, tu as fini le jeu. Mais c'est l'inverse. C'est que quand tu commences la relation, le jeu il commence maintenant. Et que jusqu'à ce que la relation se termine, le jeu il continue. Et ce sera toujours une ongoing journey jusqu'au bout. Et si tu fais ça bien et que vous êtes un bon match, et ça pourra durer à vita aeternam, mais il faudra prendre conscience qu'il faut entretenir cette relation du début à la fin, sans quoi si tu es un peu trop, tu te laisses aller, ta femme te respectera plus, ça c'est dur à dire, elle va finir par te tromper parce qu'elle voudra se barrer et son amour pour toi va se barrer, c'est con hein, c'est pour ça qu'il faut pas dire ouais les meufs elles sont toutes comme ça machin, si elle t'a fait ça, c'est parce que t'étais comme ça. La remise en question d'abord, c'est pas de se dire je vais chier sur mon partenaire parce qu'elle m'a trompé ou autre, je vais surtout me dire pourquoi, qu'est-ce qui a amené à ce comportement-là alors que je pensais qu'on était bien ensemble. Comme ça que je vois le truc en tout cas. Ok. Bah écoute, moi ça me va comme réponse. Ok, cool. Bon écoute, merci Quentin encore une fois de m'avoir accueilli, plaisir. ça fait vraiment plaisir dans ton appart qui va bientôt se rendre du coup. Et puis bah écoutez, nous on se dit à la prochaine pour un solo. Peace. Ciao tout le monde.